Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette visite urbaine, la troisième du genre. Si vous n'avez pas pu assister à celle de Miramas ou celle de Stein, qui ont eu lieu ce matin et en début d'après-midi, vous retrouverez évidemment les podcasts sur le site des GRU, puisque chacune de ces visites, vous pouvez les retrouver pendant plusieurs semaines. Et donc, vous retrouverez aussi celle de Carpentras, mais comme vous y êtes, vous ne la regarderez peut-être pas, mais vous allez y participer. Donc, bienvenue. On va découvrir combien le centre ancien de Carpentras s'est métamorphosé. On va le faire à partir d'une vidéo qui a été tournée il y a quelques jours et on le fera aussi avec Carole Simon que vous allez voir apparaître sur votre écran. Elle est la chef de projet du PNRCAD et de l'Action Cœur de Ville à la ville de Carpentras. Et c'est avec elle que nous irons plus loin que la vidéo. Vous la retrouverez dans la vidéo, mais au-delà de sa figuration, enfin en tout cas des propos, pardon, qu'elle tient dans la vidéo, on la retrouvera en direct tout à l'heure pour qu'elle nous précise un certain nombre de thématiques. Le choix par Hélène Leray pardon, et Olivier Quinton de l'enrue de ce projet, c'est d'abord c'est un PNR-CAD et le PNR-CAD de Carpentras est intéressant parce qu'il regroupe tout un champ et l'ensemble des champs d'intervention du renouvellement urbain. C'est à la fois de la requalification d'habitats dégradés, d'îlots dégradés, des interventions sur les aménagements, la création d'équipements publics, une ambition sur l'insertion, le portage de lots commerciaux. Vous allez retrouver toute la boîte à outils nécessaire à un bon projet de PNRCAD et de renouvellement urbain, avec en plus le cadre d'un centre historique qui posait en plus des difficultés supplémentaires. Donc, intervention dans le cadre du PNRCAD, articulée avec les interventions de l'ANA et prolongée par une action cœur de ville. Donc, autant dire que ce projet s'imposait à la visite et donc on va pouvoir aller à la rencontre des bailleurs sociaux, de tous ceux qui interviennent sur ce projet lancé depuis maintenant plusieurs années, depuis 2012, je crois. Enfin, on reviendra sur ces dates, mais depuis plusieurs années pour mettre en valeur ce patrimoine et le faire revivre, puisqu'on était dans un quartier qui avait de grandes difficultés. Voilà le petit teasing de cette vidéo. On y va tout de suite, on se rend sur place, on découvre cette réalité, puis ensuite, avec Carole Simon, eh bien, on répond à vos questions. Une précision tout de même, vous le savez, le fil de discussion est à votre disposition. Vous pouvez tout au long de cette projection nous interpeller, faire des commentaires, nous adresser des questions. Et évidemment, avec Hélène Leray et Olivier Quinton, qui sont les modérateurs de cet échange, on pourra interroger Carole Simon sur les choses plus fines, les réalités plus fines de ce projet. Voilà, je vous emmène tout de suite en visite urbaine, puisque le centre ancien de Carpentras s'est métamorphosé. Nous avons candidaté donc au programme national du quartier ancien dégradé, tout simplement parce que le nord de la ville était vraiment en souffrance. C'était en grande partie abandonné et toutes les maisons étaient devenues insalubres. Il y en a quelques-unes qui menaçaient ruine. Il était très important de réhabiliter ce quartier qui avait été un peu à l'abandon. Quand on a commencé à réhabiliter l'habitat, on en a profité pour réhabiliter les commerces qui de fait n'existaient plus. Donc on les a recréés. C'était des rues à l'époque qui étaient très commerçantes qui avaient disparu, donc justement à cause de la fuite des habitants. Et puis on en a profité aussi pour réhabiliter des bâtiments publics qui avaient besoin eux aussi de quelques travaux. Le centre ancien que nous sommes en train de réhabiliter est en ZPPAUP ou en AVAP. Ce qui veut dire que c'est un site protégé et on a obligation de demander l'avis des ABF. Et les ABF nous ont autorisé parfois
à démolir les maisons qui étaient en très très mauvais état, dont là, structurellement, elles ne pouvaient plus tenir. Et en contrepartie, il y a d'autres bâtiments où ils ont préféré qu'on fasse un curetage intérieur, mais qu'on garde les façades. C'est ce qu'on a fait. Donc il y a une partie qu'on a réhabilitée et une partie qu'on a complètement rasée pour reconstruire du neuf. La difficulté de restaurer dans l'ancien, c'est soit de pouvoir garder les murs, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Si jamais on ne peut pas, il faut tout raser. C'est plus facile de raser, c'est plus facile de restaurer, mais c'est beaucoup plus rare. Parce que souvent les maisons sont imbriquées les unes dans les autres, donc on peut difficilement démolir une maison sans prendre les risques de démolir ou d'abîmer celle d'à côté. Donc l'idée c'est d'acheter le pâté de maison complet, et là c'est facile. C'est ce qu'on a fait ici à l'îlot Mouton. Donc là on a acheté la totalité du quartier, on l'a rasé, donc on l'a tout reconstruit en neuf. Et derrière moi, par contre, on a détruit l'intérieur des bâtiments, mais on a gardé toutes les façades. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué de travailler dans un centre ancien, c'est que les accès ne sont pas simples. Souvent, ce sont des ruelles très étroites. Et il est difficile d'amener des gros camions, ne serait-ce que pour démolir ou pour amener du béton. Ça engendre beaucoup de nuisances pour les riverains et pour la circulation. Dans le centre-ville, on est presque obligé de traverser la ville pour venir jusque-là. Alors vous imaginez des gros camions de 20-30 tonnes qui traversent la ville pour venir là. On a pu le faire parce qu'on avait des voies suffisamment importantes, mais il y a des secteurs où on ne peut pas le faire. C'est pas possible, on ne peut pas y aller. Donc c'est toujours des chantiers qui sont beaucoup plus onéreux que si on les faisait dans un lotissement quelconque. Donc la ville de Carpentras a été retenue dans le dispositif du PNRQAD, le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, depuis 2012. C'est un programme assez précurseur qui en fait propose des financements et une méthodologie d'action pour agir sur différentes thématiques. Donc en priorité l'habitat, sur des îlots d'habitat dégradés, mais également sur le commerce, les équipements publics et les espaces publics. Le PNRQAD est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, donc à hauteur de plus de 6 millions d'euros. Un projet multipartenarial qui a permis également de mettre autour de la table différents acteurs comme la Banque des Territoires, des bailleurs sociaux comme Grand Delta Habitat, mais également le département, la région et l'intercommunalité qui s'appelle la COP. Dans le cadre du PNRQAD de Carpentras, il y a 6 îlots d'habitat dégradé qui ont été sélectionnés et les sorties d'opération sont assez diverses. Donc c'est ce qui fait vraiment la richesse de ce programme, c'est-à-dire qu'il y a là un îlot qui a été finalisé, l'îlot Mouton, où c'est 35 logements sociaux locatifs donc qui sont portés par Grand Delta Habitat. Mais il y a d'autres îlots où ce sera disponible pour l'accession privée, d'autres qui sont conventionnés sociaux, d'autres qui vont être rénovés en régie par la ville. Donc on a une mixité de produits, de maîtres d'ouvrage qui fait que plusieurs publics en fait sont ciblés par ces opérations. Donc le PNRQAD de Carpentras va permettre la rénovation de plus d'une centaine de logements neufs. En fait, c'est 135 logements qui sont recyclés, qui étaient délabrés, pour créer plus d'une centaine de logements neufs. En parallèle, sur le volet habitat privé, pour aider des bailleurs, des propriétaires privés, qu'ils soient bailleurs ou occupants, il y a l'OPARU qui a eu lieu de 2013 à 2019, donc sur le même périmètre, pour permettre la rénovation de logements privés. Et c'était une centaine de logements également privés qui peuvent être réhabilités grâce à ce dispositif. Une des spécificités du PNRQAD de Carpentras, mais qui doit être le cas avec d'autres programmes en centre ancien, c'est qu'il y a un patrimoine historique très riche à préserver et à mettre en valeur. Donc pour la mise en œuvre du programme, il y a toujours des cellules architecturales et patrimoniales où tous les projets sont étudiés en amont dans le cadre de ces cellules. Donc il y a des études archéologiques, après des études de faisabilité, et tout le monde est autour de la table depuis le début du projet jusqu'au dépôt du permis de construire. Le PNRQAD, avec ses financements et sa méthodologie de projet, a vraiment permis
en fait de jouer un rôle d'accélérateur dans toute la dynamique de renouvellement urbain du centre ancien qui était déjà lancée par la ville, mais avec une méthodologie assez rigoureuse et des financements, voilà, on a pu avancer beaucoup plus vite. Il y avait des groupes de travail thématiques, donc par exemple la lutte contre l'habitat indigne, mais également le relogement. Parce que la première phase en fait du PNR-CAD, c'est acquérir des biens, donc maîtriser le foncier. Et pour maîtriser le foncier, dans quelques cas, il a fallu reloger des ménages qui habitaient donc dans les îlots dégradés et les reloger. Dans le cadre du PNR-CAD de Carpentras, il y avait une cellule relogement, donc les ménages étaient vraiment très bien accompagnés. Ils ont quasiment tous été relogés dans le centre-ville, c'était leur souhait, avec des niveaux de loyer qui étaient similaires ou même inférieurs à ce qu'ils payaient précédemment. Le PNR-QAD était assez précurseur car il décidait de faire des actions sur différentes thématiques. Et cette logique a été reprise par la suite par le programme Action Cœur de Ville. Donc la ville est retenue également dans le programme Action Cœur de Ville depuis 2018, qui permet de poursuivre et renforcer la dynamique qui avait été enclenchée par le PNR-CAD. Action Cœur de Ville est sur un périmètre quand même beaucoup plus large, mais cible les actions sur l'habitat, le développement économique, mais également la mobilité, les équipements publics et la mise en valeur des espaces publics et du patrimoine. Alors nous sommes ici en plein cœur de Carpentras, dans le centre historique ancien de Carpentras, avec une opération un petit peu emblématique. Grand Delta Habitat, la coopérative Grand Delta Habitat, a été sollicitée par la commune de Carpentras pour porter une opération de rénovation d'un quartier ancien dégradé, pour partie complètement inhabité. On est ici sur un îlot qui est désormais ouvert, mais à l'époque, il faut se rendre compte qu'on était sur un îlot complètement fermé. Tout le but, c'était effectivement d'arriver à résorber cet îlot pour réoffrir du logement de qualité et permettre aussi aux habitants de Carpentras de revenir habiter en centre-ville et de permettre cette activité autour du commerce, des services et de proximité, notamment aussi pour les publics seniors. Le secteur est un secteur ABF. Grand Delta a dû faire face aux contraintes imposées par le respect du patrimoine. On a d'ailleurs pu conserver la porte baroque qui devient désormais l'entrée principale de la résidence. Outre cette obligation de respecter les préconisations d'architectes des bâtiments de France qui ont pu évoluer avec l'avancée du projet, une vraie volonté de pouvoir aboutir le projet, mais avec des surprises, des difficultés inhérentes à cet habitat en centre ancien, de l'habitat fragilisé, des caves qui ont été découvertes sous le bâtiment qui n'étaient pas diagnostiquées initialement. Donc toute une série de petites surprises qui font le sel de ce type d'opération et qui font aussi des sueurs froides à nos directeurs financiers, puisque sur un projet d'un peu plus de 6 millions d'euros, le bailleur a dû injecter, donc la coopérative Grand Delta a injecté sur ses fonds propres 35% de cette somme, alors qu'initialement c'était plus entre 5 et 10% qui devaient être injectés par le bailleur. On a pu également incorporer des parkings sous la résidence qui permet à chaque logement, 35 logements, chaque logement est doté d'une place de stationnement, ce qui est quand même très utile en centre-ville puisqu'on est sur des villes de taille moyenne qui ne sont pas forcément très équipées en transport en commun. Donc avoir un véhicule par ménage, ça peut être une vraie solution, notamment pour les familles avec enfants ou les personnes âgées. La ville a souhaité pouvoir réactiver du commerce en centre ancien et des locaux complémentaires au sein de l'opération vont être cédés à la ville qui va pouvoir effectivement choisir l'animateur. Le cabinet Arpège, architecte Monsieur Baumège notamment, a eu vraiment à cœur de recréer cet espace de respiration, ce poumon vert de cœur d'îlot. Plusieurs logements sont double orientés, voire triple orientés pour les logements des angles. Voilà, une vraie qualité d'habitation qui répond à un enjeu de loger des publics variés, jeunes, personnes isolées, familles, personnes âgés, seniors, voilà.
Alors, je suis arrivée ici le 22 septembre 2020. J'ai un appartement avec 2 chambres, une terrasse, une salle manger, une cuisine, et je suis très bien. Alors, moi, j'étais à Marseille. Voilà, j'avais un F4. Suite au décès de mon mari, je suis venue me rapprocher vers ma famille et j'ai demandé à la mairie un appartement et on m'a accordé cet appartement-là. Alors c'est neuf, fonctionnel, très propre et j'ai un parking aussi. Je suis au centre-ville de Carpentras et je me sers même pas de ma voiture, juste pour emmener ma fille au collège. Sinon j'ai tout au centre-ville. Je me sers de ma terrasse tous les soirs, on mange avec ma fille ici. Et les après-midi non, parce qu'il y a un peu de soleil et c'est super. La rue Raspail, c'est une rue historique de Carpentras qui était très commerçante il y a des dizaines d'années, qui ne l'a plus du tout été, qui a été un peu désertée. Et en fait, il y a eu une volonté politique forte de la remettre en vie, de l'animer, et avec un projet global de logement et de commerce. La première partie qui a été réalisée, c'est les logements. Donc en fait, depuis une vingtaine d'années, la mairie, avec Citadis à l'époque, la société d'économie mixte, un partenariat public-privé, a préempté des immeubles, puis exproprié les immeubles dans lesquels il y avait encore des habitants qui occupaient des logements vétustes, et a eu une vision globale d'un projet qui s'est appelé l'îlot Raspail et qui est la réunion de 8 immeubles. 8 immeubles qui étaient vétustes et plus adaptés au mode de vie actuel, parce qu'ils étaient très étroits, parce que c'était des petites pièces. Et donc il a fallu avoir ce projet global de réhabilitation qu'on a mené nous, qu'on a démarré avec la mairie il y a un peu plus de 4 ans. Il y a eu 2 ans d'études techniques et sur le projet de subvention aussi, parce que c'est le genre de projet, si on n'est pas aidé, il y a tellement de travaux qu'on ne le réalise pas, on ne le mène pas à bout, on n'arrive pas à le faire financer. Donc on a eu 2 ans de réflexion et d'études sur le projet, et ensuite 2 ans de réhabilitation. Et aujourd'hui, le résultat, c'est 18 logements avec 3 entrées distinctes, 2 cours et des 18 appartements, dont 15 ont des extérieurs et sont traversants. Donc on a énormément gagné en luminosité, en espace, en volume, et on a aujourd'hui une mixité en plus sociale avec du T2, du T3 et des logements qui sont conventionnés ANA avec des loyers qui sont bridés pour les locataires. La mairie avait la volonté de garder des familles en centre-ville, d'avoir des T2, des T3 plutôt que des studios ou des T1. Et après, il y avait aussi des contraintes bien sûr architecturales, parce que quand on est dans ce type de démarche d'appel à projet, c'est pas uniquement le prix, la proposition financière qui va faire qu'on y va ou pas. C'est aussi la réhabilitation. Il y avait eu des croquis en fait d'origine, mais on est forcément dans un cœur historique de ville et on voulait conserver l'ancien, mais l'améliorer et gagner en luminosité et en fonctionnalité. Cet îlot, il avait été densifié au fur et à mesure du temps. Donc il y avait des petits bouts qui avaient été rajoutés, et finalement on avait ajouté des mètres carrés habitables, mais au détriment de la luminosité, au détriment du confort de vie. Donc c'est vrai que nous on a acheté plus de mètres carrés à la fin que ce qu'il y a au début, que ce qu'il y a à la fin. Donc on a pas mal cassé, on a beaucoup aéré. Et pour donner justement aujourd'hui ce que recherchent les personnes qui veulent acheter leur logement ou qui veulent y habiter en location, c'est d'avoir un extérieur encore plus dans la région.
il était indispensable de réhabiliter les commerces, parce que les commerces, c'est quand même la base du repeuplement d'un centre. Si on n'a plus de commerce, on n'a plus de centre, il n'y a plus d'habitants qui viennent. Et on a profité donc du PNRQAD pour réhabiliter les commerces qui sont, à mon sens, une priorité pour réussir ce programme. L'intérêt de garder des commerces dans le centre ancien, c'est qu'il faut que ce soit la force publique qui achète les bâtiments, les commerces, sans forcément chercher à faire des intérêts, de gagner de l'argent, c'est pas notre but. Le souci que nous avons, nous, ici, c'est que les propriétaires des commerces ont tendance à pratiquer des loyers exagérés, ce qui fait que les gens qui débutent au bout d'une année ou deux, ils n'y arrivent plus et ça s'arrête. Donc le commerce ferme et la ville s'appauvrit. Nous, on rachète les commerces, on les loue à des prix très intéressants, qui sont de l'ordre de 5 € le mètre carré, et ça pendant 3 ans. Au bout de la 3e année, en fonction du chiffre d'affaires, du bilan du commerçant, on l'améliore ou pas. Mais c'est vraiment qu'on ait la maîtrise du coût du loyer. La municipalité accompagne les commerces en procédant d'abord par leur accueil, connaître un petit peu ce qu'ils souhaitent mettre en place, quelles sont leurs demandes, les critères qu'ils recherchent au niveau du local. D'abord, la surface, l'emplacement. Nous leur proposons à notre tour certains locaux qui peuvent être en adéquation avec leurs recherches. Ça, c'est la première étape qui me semble la plus naturelle. Ensuite, sur une partie plus administrative, nous leur donnons tous les renseignements et toutes les informations nécessaires à la mise en place de leur commerce. Alors, s'agissant de la dynamique du PNR4 dans le centre-ville, la municipalité a mis en place 12 cellules de commerce pour permettre à plusieurs types de commerces de venir s'installer et de continuer le dynamisme mis en place depuis plusieurs années déjà. La ville de Carpentras a également recruté une chargée de mission qui est en place au quotidien pour apporter un maximum d'informations, d'aide, de soutien aux créateurs de commerce et aux personnes qui souhaitent s'implanter dans la ville pour pouvoir exercer. Alors mon rôle de chargée de mission commerce, c'est de pouvoir faire le lien principalement entre la ville et les commerçants. Soit redescendre les informations vers les commerçants pour qu'ils soient au courant des projets urbains et des animations qui peuvent avoir lieu dans le centre-ville, et également accompagner les nouveaux porteurs de projets à s'installer sur le centre ancien. On a plusieurs types d'animations. On a tout un volet culturel. La ville de Carpentras s'est approprié plusieurs festivals culturels grand public. Et l'intérêt justement est de pouvoir fédérer les commerçants autour de ces festivals qui peuvent leur apporter une certaine visibilité et potentiellement de nouveaux clients. Et ensuite d'accompagner également les commerçants sur des propres animations qu'ils peuvent être amenés à monter. Nous avons également mis en place, nous, du côté de la ville, d'autres animations de soutien aux commerçants, notamment dans cette période de crise sanitaire, avec des tickets à gratter pour la période de Noël en lien avec l'association des commerçants et également des jeux concours en ligne. Alors, ce sont des actions qui ont été menées principalement par la ville, en effet. Nous avons eu également un soutien de la Banque des Territoires sur une opération qui s'appelle Mon Centre-Ville, un incroyable commerce et qui s'est passée en 2019. Le travail autour du stationnement est réfléchi quand même depuis plusieurs années sur la ville de Carpentras. On a eu toute une phase de piétonisation du centre ancien avec des rénovations de voiries. Pour le coup, ce dispositif-là a été travaillé en lien, en effet, avec l'ANRU, qui nous a permis justement d'avoir des subventionnements pour les rénovations de voiries.
Le stationnement sur Carpentras a été travaillé au fur et à mesure sur la rénovation des parkings en périphérie. On est sur plus de 2000 places de stationnement gratuites à moins de 5 minutes à pied du centre-ville et la création d'un nouveau parking qui a été fait en contrebas d'un parking grand public et qui est réservé uniquement aux professionnels travaillant en centre-ville. Donc dans le cadre du PNR-CAD, nous avons pu rénover 6 cellules commerciales dans la rue Porte de Monteux et nous avons installé des entreprises numériques sur ces cellules commerciales en lien avec un projet de l'intercommunalité qui s'appelle la gare numérique. Sur ces cellules commerciales, nous avons également installé d'autres commerces pour essayer de donner vraiment une mixité d'usage à cette rue et avoir des commerces et du service tertiaire pour que ces différents types d'entreprises puissent se compléter. Donc, je suis dans la rue Porte de Monteux depuis février 2021. Donc, quand on était rue du Plessis avant, on voulait un local un peu plus grand, mieux placé surtout. Donc on a contacté la mairie et donc on nous a fait visiter ce local. On a trouvé ça super. C'était bien placé, c'était lumineux, des belles vitrines, etc. Donc voilà. On avait 45 mètres carrés là où on était, donc là voilà, on arrive dans un local de 145 mètres carrés. Donc pour notre commerce, c'était exactement ce qu'il nous fallait, quoi. Il nous fallait beaucoup plus de place, donc c'est parfait. La clientèle, alors il y a beaucoup plus de monde, le passage dans la rue c'est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de passages. C'est une rue semi-piétonne, donc c'est beaucoup mieux. Et puis les vitrines, donc ça attire le monde, c'est génial. La maison du citoyen, en fait, c'est l'ancien collège d'Audet de Carpentras, qui était un collège jésuite jusqu'en 1989. Donc où les travaux de réhabilitation ont été réalisés en fait de 2013 à 2017. Il y a eu 5 tranches de travaux qui se sont suivies, dont 2 réalisées hors PNR-CAD et les 3 dernières dans le cadre du PNR-CAD. La fonction aujourd'hui de ce bâtiment, en fait, c'est la maison du citoyen et de la vie associative. Donc, sont accueillis notamment les services de la ville qui gèrent tout ce qui est vie associative, que ce soit de l'accompagnement sur le montage de projets, sur la mise à disposition de salles, de matériel, etc. On a aussi intégré il y a quelques années le point d'information jeunesse. Il y a différentes permanences qui sont organisées dans le bâtiment, telles que le point d'accès au droit. C'est ici que les gens viennent passer le code de la route. Il y a des locaux d'accueil du centre social Loutricadou. Enfin voilà, ça vit au quotidien pas mal. Ça a permis de créer un peu plus de liens de proximité et de recentrer un petit peu tous ces services qui étaient dispersés et vraiment avec des valeurs communes, l'idée d'accompagner la vie associative locale, etc. Donc c'est vraiment un lieu qui vit. Par rapport au financement de l'ANRU, il y a une obligation d'avoir une chargée de mission GUSP et aussi effectivement de développer des clauses d'insertion, des marchés closés dans le cadre du PNR-CAD. Donc les travaux à la Maison du Citoyen ont été les premiers marchés closés dans le cadre du PNR-CAD. Donc il y a eu la mise en œuvre au départ a été
un petit peu difficile parce que c'était pas une habitude. Des entreprises étaient parfois relativement réfractaires à intégrer ces clauses d'insertion. Pour rappel, en fait, closer un marché, ça veut dire qu'une part des heures de travail réalisées doivent bénéficier à des salariés en insertion. Voilà, par le biais de structures d'insertion, par le biais d'embauche de personnes en insertion, enfin voilà. En fait, le résultat a été vraiment très chouette dans la mesure où le nombre d'heures réalisées qui était exigé, en fait, a été largement dépassé. Les entreprises ont joué le jeu. Il y a même eu un marché dédié avec un chantier d'insertion qui est intervenu sur l'aménagement justement de ces cours. Ça a notamment permis de montrer que les chantiers d'insertion avaient des vraies compétences techniques parce que c'était un chantier très technique et que les femmes pouvaient réaliser ce genre de travaux parce que alors, c'est pas forcément habituel, mais sur ces travaux, il y avait un nombre de femmes assez important. Ça a permis de vraiment développer les clauses d'insertion sur tout le territoire, sur d'autres types d'interventions. Et ouais, vraiment, ça a été un effet levier pour le développement des clauses d'insertion sur l'agglomération. Voilà. Petit à petit, on va aller vers une piétonisation du centre ancien. Et on pourra toujours laisser rentrer des voitures, mais par contre, on va compliquer le parcours de la voiture. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup moins d'intérêt à rentrer dans le centre-ville avec un véhicule, parce que les sorties ne seront jamais simples. Ça, c'est la base. Piétoniser toute la ville, on a essayé. On a fait un peu marche arrière parce que les commerçants n'étaient pas très contents. Et comme je vous disais tout à l'heure en introduction, le commerce, c'est quand même aussi le poumon de la ville. Si on décourage les commerçants de venir s'installer dans le centre-ville, il faut aussi qu'on puisse créer des parkings dans le centre-ville. C'est ce que nous faisons en ce moment. On a aussi des parkings pour pouvoir permettre aux gens de rentrer dans la ville à pied. On a donné énormément de terrasses à tous les commerçants, tous ceux qui font donc les bars, les restaurants. On n'est pas resté en disant vous avez droit qu'à ci, qu'à ça. Ce qu'ils veulent, on leur donne. Dans la mesure où ils ne sont pas sur la voie, on leur donne la place qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent travailler. Et ici, on a un immeuble que nous, ville, nous allons réhabiliter. On va mettre au rez-de-chaussée un bar, je pourrais dire vulgairement que ce ne sera pas un bar d'apéritif. Vous voyez, c'est un bar qui reste ouvert, qui va s'ouvrir en milieu d'après-midi et qui reste ouvert le soir assez tard. Parce que la particularité de cette ville, c'est qu'à partir de 20h, tout est fermé. Donc nous, on veut garder un bar avec une terrasse qui fonctionne le soir. Au-dessus de ce bar, on va créer une salle de spectacle de 250 places, qui est une taille moyenne. On a une très grande salle qui fait plus de 1000 places et on n'a pas l'intermédiaire. Donc on pourra projeter dans cette salle des opéras en direct, en accord avec le cinéma de la ville. Et puis au dernier étage, on va faire un restaurant un peu panoramique qui permettra, si on loue les salles de spectacle pour des séminaires, les gens pourront se restaurer au rez-de-chaussée, se restaurer au dernier étage et au milieu, travailler toute la journée à leur séminaire. Voilà cette promenade, cette visite urbaine dans le centre ancien de Carpentras. On a vu effectivement une partie de cette métamorphose. On va en discuter avec vous, Carole Simon. Merci
de nous consacrer du temps cet après-midi pour pouvoir découvrir un peu mieux ces réalisations. Je voudrais simplement excuser Serge Andrieux qui n'a pas pu finalement se rendre disponible en cette fin d'après-midi. Voilà, il avait prévu pouvoir nous rejoindre et puis finalement, il ne le pourra pas. Donc, on va profiter de Carole et de toute sa connaissance du projet. D'ailleurs, j'aperçois derrière elle, elle a eu la bonne idée de mettre le centre ancien, une carte du centre ancien de Carpentras, voilà, cette capitale du comtat venessin. Voilà, cette particularité départementale. On vient de connaître des élections départementales. Je vous renvoie à vos cours d'histoire et d'instruction civique. Carole Simon, peut-être une première question sur les difficultés que recouvrent ces interventions en centre ancien. On a souvent des calibrages précis de programmes, on essaye de calibrer les opérations et puis souvent un certain nombre de difficultés surgissent et on est un peu sans cesse obligé de modifier les priorités, de revoir les estimations, de modifier les programmes. Comment est-ce que vous avez géré ces évolutions de programmation, ces évolutions financières au fil du temps? On sait que c'est jamais simple, un PNR4. C'est jamais, en tout cas, comme on l'a imaginé tout à fait. Comment est-ce que vous avez géré cette évolutivité indispensable et nécessaire des projets? Donc c'est vrai que par rapport au programme initial de la convention qui a été signé en 2012, le programme a connu de nombreuses évolutions vu on a fait jusqu'à présent 6 avenants. Et ces évolutions, en fait, on les a gérées tous ensemble, avec tous les partenaires au fil de l'eau, en fonction de l'avancée du programme, lors des réunions de travail, des comités techniques et des comités de pilotage. Et donc, c'est vrai que c'est un des avantages du PNRQAD, cette flexibilité qui nous permet de revoir ensemble les retards sur certains projets ou des projets qui étaient prévus à la base et qui ne rentrent plus dans le planning. Par exemple, en ce qui concerne Carpentras, il était prévu des travaux de voirie autour des îlots qui étaient requalifiés, sauf que les travaux seront finis hors programme PNR4. Donc, ce projet-là a été retiré de la programmation et les financements prévus ont été redispatchés sur d'autres programmes et d'autres projets. Donc voilà, c'est un travail en partenariat avec l'ANRU, avec la DDT et avec les autres partenaires. On se met tous autour de la table et puis on voit les difficultés, on retravaille le programme tous ensemble. Vous avez choisi, alors je ne sais pas si ce qu'on vient d'évoquer là est lié, mais vous avez choisi finalement, au fil du temps, de porter ce projet en régie, c'est-à-dire de l'assumer complètement. D'abord, peut-être pourquoi ce choix et comment est-ce que vous vous êtes organisé? Quelles conséquences ça a eu sur la gouvernance du projet, sur les équipes opérationnelles, de faire ce choix d'un portage direct et en régie? Donc c'est vrai que au début du PNR-CAD, même avant, la ville avait une concession d'aménagement avec une société d'économie mixte sur le centre-ville. Et pour la première partie du PNR-CAD, la grosse première partie du PNR-CAD de 2012 jusqu'à 2017-18, donc c'est la société d'économie mixte qui s'occupait de tout le volet opérationnel. Donc c'est la SEM qui s'est occupée quand même quasi intégralement de tout le portage foncier et des travaux du commerce. À partir de 2017-2018, ça a été la volonté de la ville de prendre en charge davantage le volet opérationnel mis en œuvre du PNR4. On est passé dans une deuxième phase du programme et donc ça a été le choix qui a été fait. Donc la ville s'est organisée, l'organigramme des services a été modifié. Donc il y a eu la création d'une nouvelle direction qui regroupe donc le foncier, l'urbanisme, les affaires juridiques, le logement. Et donc, pour ce qui est de mon service, en fait, dans le service rénovation urbaine et proximité, donc je travaille avec la chargée de mission GUSP, la chargée de mission commerce et le chargé d'opération immobilière. Donc déjà,
dans ce service-là, on regroupe pas mal de compétences du PNR-CAD. Également, on a créé une équipe projet en interne qui est transversale à plusieurs directions, c'est-à-dire la direction de l'aménagement, de l'urbanisme et de la requalification urbaine, avec la direction des services techniques et la direction des affaires financières. Et enfin, on est aussi, pour pouvoir reprendre cette charge, on est accompagné par des AMO, des missions extérieures, donc une OPCU, une AMO programmiste qui nous a aidés sur des projets. Et l'ANRU nous a également aidés à passer le cap avec, en nous finançant des AMO, notamment une AMO qui nous a aidés sur le volet programmation financière. Le fait que vous gériez en régie, ça a été, puisqu'on parlait d'ajustement permanent du projet de requalification, ça a été un atout pour vous, le fait de pouvoir tout piloter, ça vous a permis d'être plus réactif, de pouvoir peser sur les partenaires ou d'orienter leur action? En fait, oui, ça a été une volonté d'être plus proche du terrain. C'est d'être plus réactif et plus proche du terrain, plus proche des habitants, mais également des partenaires ou investisseurs immobiliers qu'on pouvait rencontrer dès qu'on le souhaitait. Et également, vu qu'on était quand même rentré dans une phase opérationnelle, on commençait à avoir des projets qui sortaient, et donc d'avoir le retour direct des habitants et de pouvoir agir également sur le patrimoine en termes de réparation ou de modification sur le patrimoine qui venait d'être faire l'objet de travaux, ça a été un avantage pour la ville. Alors, pardon, je vais changer de sujet, mais je profite aussi du fil de discussion qui arrive. On va parler plutôt économie. D'ailleurs, j'entends encore le maire dire, y compris sur l'économie, il nous fallait maîtriser les coûts. Je suppose qu'il faisait état de l'état de la situation de régie pour que les coûts de loyer, il y avait une volonté aussi sur l'économique, sans doute, de pouvoir être au plus près des prix et au moins cher, sans doute, puisqu'il disait, on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais pour amener de l'économie dans le centre. Et j'ai une question là de Philippe Rogier de la DDT 91 qui nous dit qu'est-il fait en périphérie de la ville pour empêcher l'étalement urbain à l'origine de la dégradation des centres-villes? J'ai en tête que des restaurants se sont installés le long de la rocade près de l'hôpital, on est très précis. Ce type d'installation ne risque-t-il pas de contrecarrer les actions très intéressantes que vous réalisez dans votre centre? Alors, en fait, Alors, j'ai déjà entendu cette question, mais c'est vrai que ce sont des commerces et des produits qui ne se seraient de toute façon jamais développés en centre ancien. Donc, ce qui est le parti pris, là, c'est que ce sont des activités complémentaires. En centre-ville, on a vraiment un maillage de petits commerces qualitatifs indépendants. Et les commerces qui sont à côté de l'hôpital, juste à côté de l'hôpital, qui drainent beaucoup de monde, de salariés, ce sont plutôt des commerces qui s'installent uniquement en zone économique et en zone périphérique, qui répondent davantage aux besoins du personnel hospitalier. D'accord. Donc c'est plutôt dans la complémentarité que ça se joue. Et dans les niches, on n'est pas sur le même type de commerce, si je vous entends bien. Alors, autre question là sur toujours cette dimension économique, qui est très importante dans votre projet. Et vous avez fait le choix de ne pas utiliser de foncière pour le portage de ces réalisations. Comment est-ce que vous avez géré les acquisitions et ces relations avec les commerçants? On a entendu tout à l'heure parler de l'animation commerciale que vous avez conduite, du soutien que vous leur apportez, mais pour les acquisitions, pas de foncière, c'est pas un handicap dans le dialogue avec les commerçants? Alors, déjà, depuis de nombreuses années, donc c'est vrai que le PNR-CAD est arrivé, mais depuis de nombreuses années à Carpentras, il y a une politique foncière forte qui est menée, de volonté d'acquisition au fil de l'eau sur des axes stratégiques des commerces en rez-de-chaussée, des bâtiments. Donc, la ville, tous les ans, réserve un budget pour l'acquisition de ces cellules. Une fois que la ville
maîtrise ces cellules foncières et les rénove ou les fait rénover, elle accueille et permet l'installation de nouveaux commerces, toujours dans cette optique de commerce dynamique, qualitatif, et applique un loyer raisonnable pour les accompagner et pour les aider à l'installation. Et donc, ils sont accompagnés par notre chargé de mission commerce qu'on a vu dans la vidéo, qui donc fournit toutes sortes d'informations, donc le package, comment faire pour m'installer, comment monter même en amont. On les aide pour monter leur business plan. Et après, il y a une commission d'attribution pour décider de quel serait le meilleur commerce à installer dans telle ou telle cellule commerciale. Donc, il y a un accompagnement général, en fait. D'accord. Alors, toujours dans cette veine autour de la dynamique, finalement. Faut se rappeler que je crois, à l'origine, il y avait près de la moitié des logements étaient vacants, hein, dans ce centre-ville. Donc, vous partez de loin. Enfin, je sais pas si les chiffres sont tout à fait ceux-là. Je monte peut-être un peu la barre. On est peut-être plutôt aux alentours de 40%, mais il y avait vraiment une situation très, très délicate. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est, on sent que, enfin, en tout cas, on a vu que le PNR4 avait créé une dynamique positive dans ce centre-ville par le logement et par l'activité, en tout cas par le commerce. Comment est-ce que vous pensez pouvoir maintenir au-delà du PNR4 ces actions, cette dynamique? Est-ce qu'il y a des choses, alors on a entendu aussi qu'il y a une dimension, on y reviendra sans doute, culturelle, à la fois des bars, des lieux de culture, enfin il y a une espèce de mélange, mais comment est-ce que au-delà du PNR4 qui se termine dans 3 ans, c'est ça? Oui, la fin de la mise en œuvre opérationnelle, c'est en 2025, exact. Donc, on est un peu là, la question est plutôt sur le au-delà des moyens très, très spécifiques d'un PNR4. Comment vous envisagez? C'est peut-être aussi un lien avec la démarche cœur de ville, voilà, et donc complémentarité démarche cœur de ville et PNR4 et au-delà du PNR4, comment vous maintenez la pression ou la dynamique positive qui s'est installée? Oui, donc en effet, depuis 2018, on est dans le dispositif Action Cœur de Ville. Donc, c'est un dispositif qui se veut assez complémentaire sur certains aspects. Pour ce qui est du volet habitat, il y avait une OPA-RU, par exemple sur le centre-ville pendant le PNR4 qui constituait le volet habitat privé du PNR4. Donc, c'est vrai que grâce au fonds de l'ANA et d'autres partenaires financeurs de cette OPA-RU, on a pu avoir on permet la rénovation de logements privés en même temps qu'on permet la rénovation de logements, mais plus dans une dynamique publique avec le PNR4. Donc là, on voit déjà la complémentarité. Et grâce au programme Action Cœur de Ville, on a pu enclencher directement sur une autre OPA-RU. Donc vous voyez ce qui n'aurait pas forcément pu être le cas si on n'avait pas été retenu. Donc déjà, on voit que ce nouveau programme nous permet la continuité de ce qui avait été enclenché dans le PNR4 avec la première OPA-RU. Ensuite, Action Cœur de Ville reprend les thématiques similaires au PNR4. Donc l'habitat, le commerce, le cadre de vie, les équipements publics. Donc en fait, on poursuit la stratégie du PNR4, mais après sur des thématiques plus larges et en plus on est sur un périmètre géographique plus large. Donc les problématiques sur certains secteurs sont différentes. Je pense que la ville, de toute façon, depuis pas mal d'années, est dans cette volonté. Il y a la volonté politique de mener cette stratégie. Et c'est vrai que les programmes comme le PNR4 et Action au cœur de ville permettent vraiment de cadrer les choses et d'avoir une méthodologie, une colonne vertébrale de réflexion. Alors, une question complémentaire qui est liée à l'intervention dans l'habitat. Vous avez parlé de l'OPA-RU qui est avec l'ANA qui est complémentaire au PNR4. Pardon, je dis PNR4, mais alors PNR-QAD, je ne sais pas comment on doit dire. Ouais, je sais pas. C'est pas grave. Je ne sais plus. Enfin, pardonnez-moi si je dis mal. Il y a quand même souvent, quand on intervient dans l'habitat, on est dans l'incitation, mais on est parfois aussi, de façon assez nécessaire, dans la coercition.
Quel équilibre regardez-vous entre ces deux mesures, entre les aides qui font que les propriétaires privés peuvent s'y coller, et puis par moment, il faut aller plus loin parce qu'il y a un îlot qui va plus et il faut être plutôt dans l'expropriation, etc. Quel équilibre avez-vous trouvé entre ces deux grandes familles incitatives et coercitives? Alors, en effet, pour mener vraiment une action levier qui a un effet visible sur des quartiers avec de tels problèmes, il faut mener de front les deux approches. Après, c'est vrai que idéalement, on va essentiellement sur l'incitatif. Et c'est vrai que l'avantage d'avoir des outils incitatifs comme l'OPA sur le territoire, on peut comment dire, menacer un petit peu certains propriétaires peu scrupuleux avec le coercitif et indiquer: «Mais vous inquiétez pas, si vous voulez être de bonne foi et faire quelque chose, il y a l'incitatif qui est disponible sur ce territoire». Après, si vraiment, au bout d'un moment, il y a des gros problèmes, de l'insalubrité et des périls, là, forcément, la ville ou l'État sont dans l'obligation d'intervenir et d'intervenir pour de vrai, je veux dire, pour montrer que vraiment le maire ou le préfet interviennent sur le coercitif quand ce qui doit être fait n'est pas fait. Mais concrètement, vous en avez... Vous êtes allé jusqu'à être coercitif ou pas? Parce que oui, là, on est dans le général. Oui. Oui, il y a des arrêtés de péril. Ouais. Il y a des arrêtés de péril qui sont posés et régulièrement. D'accord. Et ça se sait, je suppose. Ce volet est utilisé. Et donc, ce qu'il y a à Carpentras, c'est ce qu'on appelle une cellule lutte contre l'habitat indigne, où en fait, on se tient au courant de ce qui est fait sur le territoire. C'est-à-dire, la personne qui s'occupe du péril nous dit où on en est dans les périls, la personne qui s'occupe de l'insalubrité également. La police municipale nous dit toutes les arrêtés de non-respect au règlement sanitaire départemental pour qu'on recoupe toutes les informations. Voilà. Et que les propriétaires aient l'opportunité d'utiliser l'incitatif, mais après, la ville dégaine le coercitif. Alors, le temps passe très vite, il nous reste 8 minutes très précisément. Alors, peut-être une question qui nous arrive par le fil de discussion. Vous êtes dans un site patrimonial remarquable. Comment est-ce que c'est organisé le dialogue spécifique avec l'ABF, mais peut-être plus largement, comment avez-vous ouvert un dialogue avec tous les partenaires? Comment est-ce que vous avez mis tout le monde autour de la table, ou plutôt, comment avez-vous réussi à mettre tout le monde au chevet de ce centre-ville qui se portait mal? Donc, en amont de toutes les projets PNR-CAD, du coup, il y avait des cellules architecturales et paysagères qui ont toujours lieu, hein, d'ailleurs, parce que là, on a des concours d'architecture en cours qui permettent d'étudier les projets, de faire des études de faisabilité avec les cabinets d'études, mais également avec la DTT, l'ANRU, le service bâtiment. Donc, on se met autour de la table et également est convié du coup l'archi-conseil de la DDT et l'UDAP, l'architecte des bâtiments de France et ses collaborateurs, collaboratrices. Et donc, c'est dès la faisabilité, en fait, dès les réflexions en amont, l'architecte des bâtiments de France est associé. Comme ça, on prend en compte les éléments patrimoniaux à sauvegarder et à mettre en valeur. C'est-à-dire, on a entendu souvent parler de contraintes. C'est vrai que ça constitue souvent des contraintes d'un point de vue investisseur ou promoteur, ou même des fois pour la ville. Mais c'est vrai qu'il y a certains projets aussi, c'est bien d'en faire des opportunités parce qu'il y a un cachet et c'est ce qui fait que certaines personnes souhaitent vivre en centre-ville. C'est qu'il y a un patrimoine et une histoire qui fait qu'on s'y sent bien, et c'est pour ça que c'est la nature d'un centre ancien. Alors,
une série de petites questions très. Alors, je vais essayer de les faire brèves et puis réponses brèves, parce qu'il nous reste le temps passe vraiment très vite. La première porte sur la gestion urbaine de proximité dans un centre ancien. Quel bilan en tirez-vous? Quelle réussite? Quelles difficultés sur cette gestion urbaine de proximité? Il y a plusieurs actions qui ont été menées avec des enfants ou de médiation pour expliquer pourquoi les maisons allaient être démolies ou reconstruites, pourquoi on faisait ça. Donc là, c'est des très grandes réussites en partenariat avec des associations locales. Après, oui. Non, ça se passe bien, il n'y a pas de classique. Oui, ben après, ce qui est intéressant en fait, c'est que la GUSP permet de suivre toute l'historique du dossier, c'est-à-dire que la GUSP est là en amont pour expliquer. Après, elle est là pendant le chantier pour pareil faire le lien quand il y a des nuisances, pour vraiment être là auprès des habitants, hein, parce que c'est pas non plus, comme le disait Monsieur le maire dans la vidéo, c'est pas toujours très facile d'avoir un énorme chantier à côté de soi pendant des mois et des mois. Et puis la GUSP intervient à la fin dans le cadre de l'accueil des nouveaux habitants. D'accord. Alors une question sur les mesures d'insertion. On a parlé des clauses, des marchés closés tout à l'heure dans cette visite. Des difficultés au départ, aujourd'hui c'est un acquis et tout le monde considère que c'est un plus pour un projet de cette nature, que ces clauses d'insertion? Oui, donc c'est vrai que cette clause, elle a été initiée par la chargée de mission GUSP à l'époque, où voilà, comme tout dispositif assez nouveau, au début, comme l'OPAERU d'ailleurs, les premières années, c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en place. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui s'est élargi à tous les marchés publics de la ville et même de l'intercommunalité. Donc c'est vrai que ça a été vraiment, c'est l'exemple typique d'une initiative qui a été impulsée dans le cadre d'un programme tel que le PNR-CAD, et maintenant c'est rentré dans le fonctionnement commun. Ça a fait école et tout le monde considère que c'est plutôt bien. Un mot sur les équipements culturels avant de conclure. Il est 57, il nous reste 2-3 minutes. Pardon de mettre la culture comme ça en bout, mais il y a un choix culturel fort de créer un équipement culturel qui manquait dans la ville et de le placer en centre-ville. Il y a vraiment un investissement de ce côté-là dans le projet. Oui, il y a un investissement définitif dans la ville sur, vous en parliez, on en parlait aussi avant dans la vidéo sur la piétonisation et l'équipement culturel. Oui, le parti pris, c'est de dire, pour faire revenir des habitants en centre-ville, il faut que ce soit un cadre de vie, ajouter un plus en fait, un cadre de vie agréable et avec des services. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'ailleurs récemment, suite à la crise sanitaire, de l'avantage des villes moyennes où à 5 minutes à pied, en fait, on peut avoir accès à tous les services. Et à Carpentras, on peut avoir accès à une énorme salle de spectacle, à une salle de spectacle moyenne et à une superbe bibliothèque qui vient d'être rénovée récemment. Très bien. Voilà, il nous reste un tout petit peu de temps simplement pour vous dire, je voudrais vous livrer une information évidemment qui est très importante pour tous ceux qui s'intéressent à la thématique des centres anciens. Il y a un réseau de chefs de projet, il y a une rencontre en octobre qui vous sera proposée. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec l'ANRU, notamment avec Hélène Leray qui vous redonnera les rendez-vous plus précis, puisque Carpentras est un des projets majeurs sur cette thématique du PNR-CAD, mais je sais que tous ceux qui sont là sont sans doute concernés par des interventions. Donc, si vous voulez retrouver Carole Simon, que je remercie de ce temps passé avec nous, et les interventions en centre ancien, cette rencontre vous permettra évidemment d'aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup Carole, merci à vous. à tous d'avoir passé
passé cette heure autour des centres anciens et de cette reconquête des centres anciens. Longue vie au centre ancien qui s'est métamorphosé de Carpentras, et à tout bientôt. Évidemment, Carole vous attend si vous passez sur l'autoroute des vacances du côté du sud. Voilà, vous traverserez Carpentras, donc découverte du comte Avenessin, un berlingot et évidemment le centre-ville. Bonne fin d'après-midi à tous et à demain pour la suite des Gérus.